Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, Joachim Barbier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes reporter au magazine Society. Alors au Canada, cette légalisation du cannabis a suscité à la fois des espoirs et des inquiétudes. Je vais peut-être d'abord présenter votre livre, c'est mieux, on comprendra pourquoi je vous pose la question. Narcotrip, les drogues, le trafic, ceux qui en vivent, ceux qui en meurent, c'est aux éditions Flammarion. Je le disais donc, au Canada, c'est légalisé à titre récréatif. Depuis plus d'un siècle, ça fait débat dans les pays notamment occidentaux. En France, il n'y a toujours pas de légalisation. Légaliser, selon vous, vous qui avez travaillé sur ce dossier, est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre le trafic de drogue ? Oui, parce que tant que c'est illégal, il n'y a aucun contrôle. Si effectivement un enfant ou un ado de 15-16 ans veut acheter, il n'y a jamais un trafiquant qui va dire non, tu n'as pas l'âge. Alors que si c'est le cas, par exemple, avec l'alcool ou les cigarettes, même les cigarettes, normalement, il y a une loi. À partir du moment où il n'y a pas de loi, c'est effectivement, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus aucun contrôle. Et moi, ce que je voulais un petit peu expliquer dans mon livre, c'est comment cette politique, ces guerres contre la drogue qui ont été lancées en gros à la fin des années 60 aux États-Unis et plutôt au milieu des années 70 après en Europe, parce que tous les pays ont suivi, créent des situations absolument tragiques pour un certain nombre de personnes, soit ceux qui sont effectivement les victimes, et puis il y a aussi des victimes collatérales. Quand on est une mère de famille et que son fils a disparu parce qu'il s'est retrouvé au milieu de rivalités locales et qu'elle n'arrive même pas à retrouver le corps parce qu'il a été enterré et qu'elle ne peut même pas faire de sépulture, c'est un véritable drame qui brise une vie. On sait qu'à Marseille notamment, sans tomber dans le cliché, il y a souvent des règlements de compte liés au trafic de drogue, mais pas seulement. Grenoble également, en France. 10 chapitres construits comme un road movie, un voyage avec une galerie de portraits. Alors vous êtes notamment allé au nord de Paris, c'est hallucinant, dans ce qu'on appelle la colline du crack. C'est quoi au juste ? Alors c'est un bout de, je sais pas, ça devait être un bout de verdure, ça ne l'est plus, coincé entre deux bretelles d'autoroute, donc à la porte de la Chapelle, et où des dizaines, voire des centaines de consommateurs de crack qui sont à peu près, c'est pas exponentiel, c'est à peu près le même nombre depuis 30 ans, qui sont installés là dans des tentes de fortune. Et où, 30 ans ? Oui, ça fait 30 ans que ça existe et que ça bouge un petit peu dans les quartiers du nord de Paris, autour du 18e, du 19e arrondissement, et où il y a effectivement du trafic à ciel ouvert, et on voit c'est des gens qui sont dans des situations sanitaires absolument déplorables. Vous écrivez d'ailleurs une cour des miracles d'existence brisée et rongée par ce qu'ils appellent eux-mêmes la force maléfique du caillou. Oui, parce que j'ai discuté avec ces gens. Je voulais savoir un petit peu c'est quoi sa vie quand on est dans un tel état de dépendance. Et pour eux, c'est vraiment ce qu'ils appellent le caillou, c'est vraiment le diable. Ils n'arrivent pas à décrocher. Et des gens qui ont des vies absolument normales comme vous et moi et qui tout d'un coup basculent. Après avoir fumé du crack une seule fois et qui se retrouvent aujourd'hui à même pas savoir où sont leurs enfants, où est-ce qu'ils habitent. Donc on se dit qu'il y a vraiment il y a quelque chose effectivement de maléfique pratiquement. Vous nous emmenez aussi au tribunal de Bobigny, près de Paris, avec un défilé de prévenus. Qui sont ces petites mains du trafic ? C'est un peu le même profil, c'est-à-dire que c'est des jeunes, c'est des hommes la plupart du temps, des jeunes hommes qui ont des histoires familiales très chaotiques, pas diplômés, qui ont quitté l'école très tôt et qui se retrouvent à avoir, il faut bien manger, entre guillemets, et qui se retrouvent à être embarqués pour faire toutes les petites tâches du trafic, c'est-à-dire le chouf, celui qui va surveillant, le vendeur, celui qui va faire aussi la nourrice. Ça rapporte combien pour le vendeur, en tout cas celui qui surveille par exemple ? Ça peut commencer, ça dépend de l'âge, c'est-à-dire que ça peut commencer, si ça commence à 11-12 ans, ça peut se payer avec une canette et puis un kebab, et puis après ça peut être 20 €, et puis ça peut monter jusqu'à 80 quand ils sont un peu plus âgés, et puis voilà, et puis il y a aussi tous ceux qui prêtent leur appartement pour faire servir de ce qu'on appelle la nourrice, donc voilà, et là ça peut être payé entre 1000 et 2000 €. Vous avez aussi recueilli les confidences d'un membre du redoutable cartel de Sinaloa au Mexique. Que vous a-t-il dit au juste ? Alors, c'est un peu compliqué parce que effectivement, il y avait un certain nombre de principes à respecter, donc je n'avais pas le droit de donner son nom. Je devais être quand même assez vague sur l'endroit où il habitait. Et donc, je suis tombé sur quelqu'un qui, en fait, s'occupe des armes pour le cartel. Donc, c'est-à-dire que les sicarios, c'est-à-dire les tueurs à gages, quand ils ont un problème avec leur arme, quand aussi, comme c'est leur outil de travail, quand ils veulent le décorer, le personnaliser, ils vont le voir. Donc ils font de l'or avec des pièces et puis lui il change les pièces des armes, et donc c'est l'armurier du cartel, et aussi il est aussi trafiquant
mais pas un trafiquant qui va trafiquer de la Colombie aux États-Unis, un trafiquant local, et donc qui m'explique un petit peu comment la drogue arrive jusqu'au Sinaloa et comment elle est vendue localement, comment elle est coupée et les revenus qu'il en tire. Et au Mexique, vous avez aussi rencontré ceux qui vénèrent le saint des narcos, Jésus Malverde. Qui est-il au juste, cet homme? Alors, c'est une espèce de Robin des Bois mexicain, c'est une légende, il n'y a pas aucune preuve de son existence. Donc, un Robin des Bois, c'était dans la légende, dans cette région-là, on dit qu'il volait aux pauvres, qu'il volait aux riches pour donner aux pauvres, et donc il est devenu un petit peu un saint. Ancien cheminot devenu bandit. Voilà. Et donc les gens du cartel de Sinaloa, au fur et à mesure où ils ont conquis le monde à partir des années 80, eh ben, ils avaient besoin un petit peu d'une figure à laquelle s'identifier, et une figure un peu plus positive que celle avec une dimension religieuse. Voilà, une dimension religieuse, un peu plus que seulement trafiquant. Donc merci, on est pris par le temps. Désolé Joachim Barbier, un voyage qui se termine en Floride avec le dernier chef du cartel de Cali. Un livre à lire si vous voulez mieux comprendre. C'est